Bienvenue à la ferme de la Ruchotte en Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre du chef Frédéric Ménager et toute son équipe. Un chef passionné, mélomane, rigoureux, qui veut remettre au cœur de sa manière de cuisiner la nature et le lâcher-prise. On vous laisse découvrir cet épisode. En route pour la ferme de la Ruchotte. Quelles sont ses premières sensations avant d'arriver? Franchement, c'est à la fois hyper émouvant et à la fois je me dis on est à une minute de rencontrer notre premier chef Frédéric. Dans les hauteurs de Bligny-sur-Ouche, la ferme de la Ruchotte a été créée il y a plus de 20 ans après que Frédéric, en 1999, ait eu un déclic, soit parti du circuit parisien des grands restaurants et décidé d'écouter son cœur pour ouvrir un restaurant qui serait accompagné de sa ferme et de son potager. On voit très bien l'identité du chef. Saperli coucou. Saperli coucou. Vous êtes en train d'assister à nos premiers pas dans la ferme de la Ruchotte. On se donne la main. On est trop contente. Parce qu'en vrai c'est hyper émouvant. Et on est en train de découvrir du coup l'exploitation. Là, on est entouré par plein de coqs. Moi, il y avait des coqs noirs. J'avais jamais vu de coqs noirs comme ça. Ils sont absolument superbes. Des dindons. Franchement, ça a l'air magnifique. Et là, on se dirige vers le restaurant pour aller rencontrer Frédéric. Tu nous montres le chemin? On l'a dressé tellement bien. Accolé à la ferme et au potager, le restaurant se trouve dans un havre de paix et de nature. Et la suite de la visite ne peut pas se faire sans celle de notre Saperli Vibe. Ça s'élève. Parfait spot pour une première nuit, non? C'est notre premier dîner dehors. Avec Georges Higon. Après une bonne nuit, on rejoint Frédéric. Le programme du jour. Restez avec le chef ménager et son équipe dans les cuisines pour les aider et assister au service. Petite chiffonnade, on se fait une julienne. C'est une playlist qui change tous les jours? Oh oui, ouais. Bon, alors des fois pour eux c'est dur, parce que quand je suis plutôt dans des modes black metal, death metal, ça va, ça c'est assez rock. Est-ce que c'est un critère de recrutement? Il faut valider tes choix musicaux? Ah bah il y en a qui partent. Voilà, la musique elle est avec moi depuis que je suis comme ça, c'est ma compagne des bons et des mauvais moments. Depuis que j'ai la Ruchotte, on a aussi beaucoup de musiciens qui viennent manger là et tout, donc voilà, ça m'a encore beaucoup plus emmené dedans. Toi, t'es musicien? Ouais, j'ai fait le conservatoire de l'âge auquel on peut rentrer là-dedans, c'est-à-dire 5-6 ans jusqu'à ce que je rentre en école de cuisine, quoi. D'accord. Ouais. Et j'ai fait du piano, de la trompette, de la guitare. J'ai fait plein d'instruments différents. Ouais. Après, avec mon métier, c'est vrai que la pratique de la musique a dû... je l'ai mise un peu... de côté, parce que on a des métiers qui sont très prenants. Moi j'ai travaillé dans des restos de très haut niveau, donc il y avait de la place juste pour ça. Mais ma vie privée, durant des années, je l'ai complètement mis de côté. C'est-à-dire que je vivais seul et je bossais et je m'occupais d'un seul objectif, c'était apprendre en fait. Apprendre. Moi mon loisir en fait c'était de bosser quoi. 35 heures quand on bosse dans la restauration, c'est quand même, c'est pas... Moi-même encore maintenant, je fais entre 60 et 80 heures semaine, mais moins c'est compliqué là, je vois pas comment je pourrais faire. Et l'équipe t'accompagne aussi dans ces horaires? Ouais, quand il y a vraiment du boulot, ils sont là, ouais. Mais Frédéric, peux-tu nous parler de comment tu as eu l'idée de la ferme de la Ruchotte, ce projet avant-gardiste? Il y a 23 ans, c'est pas comme maintenant. Moi j'ai défriché, il n'y avait aucun équivalent, personne faisait ça. J'adore ce genre de projet, je me demande comment tu deviens rentable. Je pense qu'il y a un moment où il faut avoir les reins solides et puis il y a des périodes ultra difficiles, même au bout de 23 ans. Je pense que les premières années, il faut absolument arriver à engranger en travaillant à deux. Parce que tu t'occupais seul de la ferme au départ? Ouais, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui sont venus jusque-là, qui m'ont aussi aidé, aiguillé. J'ai des copains qui sont venus m'aider physiquement aussi. J'avais un peu des coups durs ou des coups mous.
Parce que bon, ça s'est pas fait hein, comme sur une ligne droite, hein, ça a été quand même dur. Hein. Une semaine sans te reposer, et que tu sais pas si tu vas avoir du monde, et que tu finis par plus avoir le moral. Hein. Ça c'est des moments difficiles. Hein. Mais j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de presse assez rapidement, parce que j'ai des grands journalistes qui sont tombés très très amoureux d'ici, du lieu et puis de ce que j'entreprenais. Et eux, ils m'ont beaucoup aidé sur beaucoup de choses. Et puis d'autres, hein, quelques Américains qui ont beaucoup aimé. Et ceux-là, ils m'ont beaucoup envoyé de monde. Je pense qu'il faut du temps et tout ça, c'est en faisant en sorte que les gens viennent et que ça ne peut pas se faire tout seul. Hein. J'ai eu des gens extrêmement fidèles qui sont beaucoup revenus. J'ai eu quelques mécènes hein, aussi. Moi, j'ai eu beaucoup d'exigences. Mais j'en ai beaucoup vis-à-vis de moi, mais j'en ai aussi beaucoup vis-à-vis de ceux qui bossent avec moi. C'est-à-dire que je mène ma ferme de la même façon que je mène ma cuisine, de façon un petit peu militaire, comme ça se fait là, dans les cuisines. Hein. Si tu veux atteindre un certain niveau, il faut qu'il y ait de la rigueur, sinon ça ne peut pas marcher. Ce qui n'empêche pas d'être dans la création tout le temps, d'être dans le changement tout le temps, d'être dans une ouverture. On attaque la cuisine, c'est bien d'aller un petit peu prendre l'air. Avant, ça prend beaucoup plus de sens que de recevoir des caisses et puis de s'en occuper comme ça sans savoir qui, quoi, comment. Souvent, c'est moi qui le fais ou la personne qui s'occupe de mon jardin, mais là en ce moment je le fais parce qu'elle a beaucoup de boulot avec tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est moi là qui vais ramasser là en ce moment. Mais moi, c'est important de faire ça chaque jour afin d'avoir de nouvelles idées, parce que tout ça, ça naît quand je suis au milieu de la nature, que je vois les choses. J'avais un grand-père qui faisait un grand jardin, qui avait des poules. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais gamin. Et puis après, j'ai tout appris sur le tas, comme ça. Ça, je pense que ça s'apprend aussi quand on a dû lâcher prise. En fait, quand on se laisse aller, il faut aussi savoir recevoir ce que la nature elle veut nous donner. Bon, tout ça, ça s'apprend avec le temps. En faisant des erreurs, en faisant des bêtises et en ouvrant un petit peu plus sa tête et puis son cœur surtout. Trêve de bavardage, allons rencontrer le reste de l'équipe et les aider. Et on commence avec Valérie. Si on fait tout, c'est davantage. Mais c'est sympa. Ouais, sinon, ça marche. Je suis pas du tout de la restauration. Moi. Ouais. Je suis arrivée en juillet dernier. Et c'est une reconversion. J'ai envoyé ma candidature au chef directement. Il m'a rappelé 10 minutes après, on s'est vu dans la journée et puis je commençais la semaine d'après. Voilà. On continue avec Nicolas. Comment t'es arrivé ici? Par hasard. J'ai vu une belle maison, je me suis dit tiens, ça a l'air sympa. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on les fasse cuire à l'eau et on se fait une petite asperge, tu vois, comme ça. Quoi. Ouais. Les menus, oui, c'est souvent moi qui fais, mais après, avec Nico, on essaye toujours de faire ensemble. Au niveau de la pâtisserie, lui, il a carte blanche, il fait ce qu'il veut, moi je dis jamais rien. Pour le reste, oui, c'est moi qui mets la ligne directe. Et puis des fois, ça change. De toute façon, je pense que la cuisine, c'est pas un truc qui est fixe. Moi, de faire des menus où on sait déjà qu'on va dresser le truc à droite, le machin, moi, ça m'emmerde de faire ça. Pour moi, la cuisine, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Le truc maintenant, c'est que toute la grande restauration, tous les 3 étoiles Michelin, ça marche comme ça. Tout est étudié à l'avance, les plats sont essayés avant, parce que économiquement, c'est 3 étoiles, c'est un truc qui est lourd, qu'il faut absolument que les mecs gardent, parce que sinon, ils se cassent la gueule. Donc du coup, ils s'obligent à rentrer dans des espèces de cadres. Pour moi, ça c'est insupportable. Quoi. Et tu sens qu'effectivement, il y a certains chefs maintenant qui renoncent à avoir des étoiles pour être plus authentique et libre. Ouais. Non, ça c'est pour être libre. Je pense que la liberté, c'est justement, c'est ça, c'est d'avoir aucune attache, aucun... Là, forcément, si j'ai une étoile Michelin, demain les choses changent, parce que si je la gagne, je gagne en économie, mais par contre, si je la perds, là, ça peut être la catastrophe, quoi. Donc, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour moi, la vraie liberté, je ne crois pas que c'est ça. La vraie liberté, c'est d'avoir aucune attache dans rien. Voilà. Moi, je dis souvent, ni Dieu, ni maître. Bon,
Après, si on le connaît bien, on se rend bien compte que c'est pas exactement ça. Donc il faut absolument essayer de rester quand même libre, hein, parce que sinon... Et puis au niveau de la création, au niveau créatif, il faut laisser la place à ce qui peut se passer au moment où on est en train de dresser, tac, un truc qui arrive dans la tête, moi j'en sais rien, quelque chose qui tombe dans l'assiette et qui est super, voilà. Il faut laisser la place à cet inconnu. La vie, ça peut pas être quelque chose qui est orchestré du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé faire un repas jusqu'à San Francisco dans un grand restaurant qui s'appelle Le Saison. 3 étoiles Michelin, grosse équipe, super chef, tout ça. Et donc on a fait un repas avec le chef. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait. Mais alors c'était d'une rigueur militaire qui était absolument à l'opposé de ce que moi je suis et de ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que eux, ils sont 8 sur une assiette, genre. Alors il y a le premier qui met un truc, qui passe l'assiette au suivant, et ainsi de suite. Ce qui fait que le dernier, lorsqu'il finit, c'est le chef, mais le premier ne voit pas ce qu'il a envoyé. Et alors qu'est-ce qui ressort de ça? C'est où est l'apprentissage, où est l'envie de faire des belles assiettes ensemble, l'envie de... Voilà. Non, nous, ici, on dresse tous, on fait vraiment ça ensemble. Tout ceci nous a fait saliver, alors qu'est-ce qui est au programme du repas aujourd'hui? On a mis bouche, donc c'est œufs de partage social, après asperges sauce hollandaise, ensuite c'est ravioles de volaille, bouillon de petits pois, volaille rôtie au jus, courgettes, épinards et blé, le fromage. Pour le dessert, c'est image de fraise sorbet de fleurs de sirop. C'est mis sûrement avec les petits pois et les têtes que vous êtes en train de faire. Vous avez mis quoi à l'intérieur? Une farce de volaille. Donc c'est coups de volaille. Là il y a seulement les coups et il y a une petite tombée de poireaux et oignons dedans aussi. Je chemise les moules pour le pain fromage. Pour le quoi? Pour le pain fromage. On fait un pain aux fruits confits et fruits secs. Ok. Pour le fromage. Pour éviter que ça colle dedans. Et that's fine. Comment t'as dit que ça s'appelle? Tu chemises, c'est ça? Ouais, chemisé. C'est du beurre et de la farine. C'est le château là. On prend des feuilles de capucine. Farine de sarrasin, pétillant et sel. Le concept de la ferme de la Ruchette, c'est de se sentir comme chez soi, dans la convivialité. Aussi, vous mangerez dans une salle avec de grandes tables, aussi bien en terrasse qu'à l'intérieur. Alors après, il y a des choses qui restent tout le temps, comme par exemple les volailles rôties. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait chaque jour. Parce que les gens aiment ça, ils viennent pour ça. Et on a vu aussi qu'ils venaient pour les vols au vent. Ouais, parce que c'est un plat emblématique de la cuisine française et j'ai eu la chance de le faire quand je travaillais chez Alain Chapelle dans les années 90. Voilà, c'est un plat qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu envie de le refaire ici. C'est des amis qui sont venus et puis ils m'ont dit « Ouais, mais ça c'est génial, là tu devrais le faire ». Et c'est devenu le truc signature de la maison maintenant. Ouais, ouais. Pardon. Bon, comme on sentait bien qu'on gênait un peu en cuisine, on est parti dans la salle pour déguster. Et c'est l'heure du fromage. On a tout ce qui est chèvre, tout là c'est brebis, du fromage blanc de brebis, ensuite templier, bleu de Gex, de la fourme d'Ambert, bleu de brebis, et le comté affiné d'Alsace. Rencontre ensuite avec Wolfgang. Je vous présente la compagnie des gardiennes d'œufs. Hello. Bonjour mesdames. Madame ne veut pas qu'on prenne ses œufs, donc madame se manifeste, madame attaque, madame pince, madame n'est pas contente, madame râle, madame essaye de me prendre la main. Ah, clac, un petit coup, histoire de.
Et puis elle veut pas. Sale bête. Je suis arrivé en me disant une poule c'est un animal qui picore, qui vit, qui est cool, mais c'est tout. Ah non. Une poule c'est intelligent, une poule c'est observateur, une poule ça te reconnaît, une poule c'est curieux. Tu fais quelque chose dans le parc, tu regardes pas, tu bricoles, au bout de 2 minutes tu te retournes, en fait t'as tout le monde qui est là autour de toi en train de regarder, genre ouais ok, il fait quoi? En fait t'as un super toi public tous les jours. Ah bah c'est génial, non c'est génial. 148 petits? Ouais, 148 petits. Sur les couvaisons, oui, je numérote et en fait dès qu'il y a une prédation, -1, -1, -1, -1, -2, -2. Comme ça nous permet de savoir aussi ce qu'il y a à dispo pour le resto, quoi. Je me disais bien qu'il y avait la bande. Donc voilà, la bande, le crew. La visite de l'exploitation se poursuit et nous suivons Wolfgang. On est spécialisé dans la volaille, comme vous allez pouvoir le constater joyeusement, comme vous l'entendez de même. Fred, en fait, il a monté l'exploitation et donc il s'est installé en tant qu'éleveur. Lui, il est passionné de volaille ancienne. Donc en fait ici, il n'y a que des races anciennes françaises. Tout ce que nous avons ici de volailles, il y a 2 races particulièrement qui étaient en disparition en France et il a reviabilisé cette race et on essaye nous au maximum de la conserver dans sa pureté, dans sa perfection. Donc la première c'est celle-ci, c'est la race Barbézieux. Moi je trouve que c'est une super belle race, enfin je les trouve toutes belles, hein, mais après j'ai des préférences, c'est normal quoi. Il y a des reflets bleu-vert sur les plumages qui sont vraiment magnifiques quoi. Et le coq avec sur le camail là du coup qui a les petites traînées dorées là. Donc ça oui ça fait partie des animaux qui vont être les plus gros dans ceux qu'on va avoir quoi. Vous avez compris le principe, ici on est quand même dans le respect animal du début jusqu'à la fin. On essaye de les faire vivre bien et puis de les emmener au bout de la meilleure manière qui soit. Même si le terme reste de toute façon quand même la mort pour faire de la viande. Mais elle prend son bain. Ça c'est la race Le Mans, c'est une race bien particulière du fait que ils n'ont pas des crêtes rectilignes. Ils ont une crête perlée. C'est simple, les volailles, il faut qu'elles aient de l'eau et à manger. Parce que pour entraîner le processus de ponte, il faut qu'elles aient de l'eau pour manger, il faut qu'elles aient à manger pour boire de l'eau. Donc en fait, il faut qu'elles aient tout le temps ça, et après elles vivent leur vie. Il n'y a pas du tout de forçage ni quoi que ce soit, elles font bien ce qu'elles ont envie. Et de toute façon, je pense que c'est comme tous les animaux, hein, un animal heureux, il vit bien et il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire elle pondre des œufs. Quoi. À partir de mars, je vais sélectionner les œufs en notant dessus de quelle race c'est. Quand j'en ai un nombre conséquent, parce qu'on a on a un incubateur, on peut en mettre 700, donc quand je commence à avoir 500-600 œufs, je mets en incubation. C'est-à-dire que pendant le cycle, c'est 21 jours pour la poule, jusqu'à l'éclosion. Donc pendant 19 jours, ils vont rester dans l'incubateur. Au bout du 10e jour, je vais mirer les œufs. Donc en fait, c'est avec une toute petite lampe. Je me mets dans le noir, un peu comme quand on développe des photos. Je me mets dans le noir, il y a une toute petite lampe, je pose l'œuf sur la lampe et en fait, il apparaît soit complètement clair, donc lui, il n'est pas fécondé. Donc il retourne en cuisine ou en pâtisserie. Soit il va commencer à y avoir des vaisseaux sanguins ou carrément l'embryon. On commence à avoir l'embryon selon le stade d'avancée de l'œuf. Je les remets en incubateur. Au bout du 19e jour, je les sors de l'incubateur, je les mets dans l'éclosoir, sachant que ces 2 machines maintiennent une hydrométrie et une température constante. Qu'est-ce qu'on a de rigolo par là là, on a historiquement, là on a le coq gaulois, la race gauloise, qui est donc la 2e race qui était en perte en France, et que Fred, avec donc toujours des amis, ils ont relancé. Donc là, c'est le vrai coq gaulois, c'est celui qu'il y avait sur les affiches de propagande de 14-18 en face de l'aigle allemand. Hein. Donc ils sont magnifiques. Ils sont très beaux. Ils sont magnifiques. Honnêtement. Wolfgang est comme un chat, il a eu de nombreuses vies. Métier, pendant 7 ans, j'ai été graphiste et directeur artistique. J'ai terminé directeur artistique chez Publicis aux Champs-Élysées. Je pense que je suis retombé sur une photo de moi à l'époque où j'avais des lunettes rectangulaires, où je passais mes soirées à l'hôtel Coste et au Bouddha Bar. J'ai regardé la photo, j'ai fait je crois que je me parlerai même pas. J'avais 2 amis de ma compagne qui étaient metteuses en scène, dont une a bien fini parce qu'elle s'appelle Camille Chamou, je pense que ça vous dit quelque chose. J'ai avec elle en coloc et elle arrive un jour, elle me dit mais au fait Wolf, tu fais plus rien? Je dis non, je fais plus rien. Bah t'es musicien, tu fais de la clarinette? Oui, je fais de la clarinette et tout. Bah écoute, je monte une pièce de théâtre polonaise, est-ce que tu veux composer la musique avec un copain? Bah écoute, ouais, vas-y, on y va quoi. Et puis elle se barre et je la connaissais, ma Camille, je me dis, je pense qu'elle a oublié de me dire un truc, effectivement. Un quart d'heure après, elle revient. Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, on a 56 dates au théâtre Sylvia Montfort et puis après on part en tournée en Pologne.
Ouais, et c'est un rôle de musicien-comédien. Ah ouais, bah, écoute, on y va quoi. J'ai supervisé un peu la construction du décor et puis en fait j'ai commencé à bosser dessus. Puis je me suis dit putain c'est cool en fait de construire des décors. Ça t'a plu? Et puis je suis parti là-dedans quoi. Donc là j'en ai fait 8 ans, télé Cinoche. Après No Life c'est bien quand t'as 30 piges, 90 heures par semaine c'est cool, tu t'en fous. Il est 22 heures, on a encore un décor à monter, ouais, on s'en bat les couilles, on y va quoi. Au bout d'un moment tu fais ouais. Donc j'ai fait une VAE, je me suis installé en tant que menuisier, ébéniste, parce que j'avais des potes qui bossaient là-dedans. Et j'ai fini de couler psychologiquement à Paname pendant 5 ans et je me suis barré en Bourgogne. Donc ça fait 10 ans que je suis ici. Donc j'ai fini la menuiserie en Bourgogne parce que j'arrive en bout de course. Je suis rentré dans les vignes en 2020, en ouvrier agricole dans les vignes parce que j'avais envie d'être dehors. Et en fait, Fred, moi je l'ai connu parce que j'ai gagné un repas à la Ruchotte. Donc voilà, je suis arrivé ici, j'ai rencontré le bonhomme. Après, il y a eu le confinement. Moi, je suis venu, parce que j'habitais juste à côté à l'époque. Je suis venu, il faisait des plats à emporter, il faisait du pain. Des plats à emporter, il vendait du fromage et autres. Donc moi, je suis venu régulièrement lui acheter avec ma maigre fortune d'ouvrier agricole. Je venais parce que voilà, j'aimais bien le principe de son endroit et puis tout ça, quoi. Et en fait, en mars 2022... Au bout d'un rang à Vaudromanée, je me suis effondré en larmes et j'ai fait waouh, je crois qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie dans les vignes. Là, il va falloir que je temporise un peu. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il cherchait quelqu'un pour la ferme. Donc je me suis dit tiens. Donc je suis passé le voir, je lui ai expliqué que bah voilà, j'étais dans un domaine que j'avais aucune envie de planter Ghislain qui était mon patron, parce que c'était un bon patron et j'étais dans un bon domaine, donc j'allais pas me barrer comme un connard. Je sais pas trop dans mes habitudes. Et donc je lui ai proposé de venir passer ma semaine de vacances d'août ici avec lui pour voir quel était le boulot, parce que bon, on s'entendait bien comme ça, par message, par musique, par un truc machin bidule, mais bon après c'est différent. Là je rentrais dans un rapport de patron avec un vrai travail que je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai passé une semaine, puis j'avais une deuxième semaine de vacances et comme je ne partais pas, je lui ai dit bah écoute moi je veux bien revenir la deuxième semaine, donc je suis revenu la deuxième semaine. Et puis à la fin de la deuxième semaine, j'ai dit bah écoute, ouais, moi j'ai envie de venir. Il m'a dit bah écoute, t'es bienvenu. Là, nous avons le monde de la douceur. Bonjour, les petites dindes, qui sont un peu plus petites que les autres. Puis nous l'aidons à capturer les pintades. Une de vous deux qui va se mettre ici, là, comme ça pour leur éviter de repartir. Le but en fait, ça va être de les ramener comme ça, de les faire revenir là, et comme là il y aura quelqu'un qui les bloquera, elles vont rentrer dedans, elles vont rentrer dans la cabane. Okay. Jamais courir, jamais crier. C'est fou, c'est tout cool. Comment quitter la ferme de la Ruchotte sans rencontrer Flora qui s'occupe de la serre? Petites graines qui sont en train de germer petit à petit, voilà, avec la chaleur de cette serre. J'ai quoi d'autre? Là, il y a quelques laitues. Elle nous parle avec passion de comment elle fait pousser les fruits et les légumes qui se retrouvent ensuite dans les assiettes. Les années précédentes, ce qu'on peut faire, on peut laisser sécher tout ça là. Et puis on récupère à l'intérieur et puis il y aura les graines. C'est un budget quand même d'acheter les graines. Donc nous, on a tout ce qu'il faut. Et en fait, la plante, elle a imprimé aussi l'ADN du sol. Elle comprend comment il faut pousser avec le sol de la Ruchotte. Plus on va faire ce genre de pratique, garder les graines d'année en année, et plus la plante, elle sera renforcée, elle va comprendre comment il fonctionne ce sol-là. Flora nous apprend ensuite La danse du petit pois, moi j'ai adoré. Ça monte, ça descend. Il est enfin l'heure de passer un peu aux aveux. Je suis trop contente. Voilà, ils sont très bons. Mais ce qu'il faut savoir que moi j'adore écosser ça. Sauf que chez moi, il y en a, je pense, la moitié qui finissent dans mon ventre avant d'avoir eu le temps potentiellement d'être cuit. Et hier, j'ai pas osé. Je me suis dit, je suis en cuisine, je vais pas faire ça, tu vois. Mais du coup, j'avais pas pu les goûter. Nous finissons le tournage par l'enregistrement du podcast de Wolfgang et de Frédéric dans l'antre de sa cuisine personnelle. Salut, coucou. Bon, eh bien, ça y est, après 3 jours à la ferme de la Ruchotte, il est l'heure de partir. Fin de tournage à 18h et devant la magnifique serre. Une merveille, franchement, j'ai jamais vu une serre aussi belle. Flora nous a raconté cet après-midi ce qu'il y avait dans la serre, comment il cultivait les fruits et légumes et les plantes qu'on retrouvait dans l'assiette du restaurant. Il nous a fait la danse du petit pois. J'ai hâte de vous la montrer celle-là parce qu'elle est magnifique.
Et ensuite, on a fait nos sessions podcast, que ce soit dans le hangar avec Wolfgang. C'était top. Franchement, encore une fois intéressant. On a encore appris plus de choses sur les volailles par rapport à hier. Et on a terminé avec l'interview du chef Frédéric en toute intimité dans sa petite cuisine, entouré du cellier et tout. Là aussi, franchement, c'était incroyable. Passionnant, ça parle spiritualité, ça parle musique, ça parle cuisine, ça parle volaille, ça parle Hellfest. Voilà, donc on a hâte aussi de vous faire écouter tout ça. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de Frédéric et de Wolfgang. À tout vite.